Vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, l'Égide, une solution de blockchain pour protéger les créations. On parlera également d'une histoire judiciaire du rock avec l'ouvrage Rock'n'Roll Justice et enfin surveiller et protéger les droits de propriété intellectuelle. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Fabre de la Chambre des huissiers de Paris pour parler de l'Égide. Caroline, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous présenter l'Égide? Bien sûr, alors l'Égide, c'est la première plateforme blockchain des huissiers de justice de Paris de protection de la création qui a été développée en partenariat avec IBM. C'est une solution qui est simple, accessible par un accès web classique, un site internet où chaque créateur pourra horodater et prendre date pour toutes ses créations de tout type. Le but de cette plateforme, c'est évidemment de simplifier l'accès à la création pour tous les créateurs, petits et gros, et de pouvoir protéger ces créations sans avoir à pousser la porte d'une étude d'huissier forcément. À qui s'adresse cette solution ? Ça s'adresse justement à tout le monde, c'est-à-dire les petits comme les gros créateurs. Le but a été de pouvoir faciliter l'accès à la preuve. On a trop souvent aujourd'hui dans nos études des gens qui viennent nous voir, notamment les petits créateurs qui ne sont pas bien au courant des modes de conservation de la preuve et qui viennent nous voir en disant « mais mon œuvre, je l'ai retrouvée sur Internet, elle est utilisée sans mes droits ». Et on a voulu justement anticiper ces problèmes et pouvoir leur proposer un outil rapide et efficace de protection de leur création. Alors justement, cette solution est basée sur la blockchain. Pourquoi utilisez-vous cette technologie ? La technologie blockchain, dès qu'on en a entendu parler, forcément, on s'est dit mais c'est une application qui va bien sûr nous aider dans la conservation de la preuve vis-à-vis de nos clients, que ce soit dans la mode, dans l'architecture, dans le design, mais aussi dans des secteurs un peu plus innovants comme la création numérique, les jeux vidéo. Nous nous sommes dit c'est un outil technologique qu'on doit appliquer et qu'on doit proposer à nos clients. Donc, on va proposer une attestation blockchain, un enregistrement blockchain qui est un horodatage dans une espèce de base de données ultra sécurisée, infalsifiable et dont les enregistrements sont faits de manière chronologique. Et puis, il faut savoir que cette preuve technologique sera alliée à l'huissier de justice, qui est un tiers de confiance. Et l'un ne va pas sans l'autre finalement. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un avec l'autre. Et nous pouvons dès lors leur proposer un enregistrement blockchain qui va lui permettre tout au long du fil de la création de pouvoir enregistrer ses modèles, de pouvoir enregistrer ses idées, ses croquis. Si nous prenons l'exemple d'une créatrice de mode qui va créer une robe, elle va tout d'abord dessiner un croquis et puis elle va peut-être créer un tissu qui va agrémenter la robe, un col ornemental, etc. jusqu'à le book du défilé. Et ce n'est qu'à ce moment-là d'habitude que les créateurs arrivent chez nous en disant voilà, j'ai mon book finalisé qui a mis des mois à être construit et qui viennent enregistrer. Malheureusement, parfois, c'est un petit peu tard. Ça leur permet donc de prendre date tout au long du fil de création et de demander à la fin, en un simple clic sur la plateforme, un constat d'huissier. Donc l'idée, c'est de conserver tout cela, toutes ces preuves de manière certaine pour pouvoir, le moment donné, s'il y a besoin, les produire. Exactement. Donc vous avez deux types de preuves. La preuve technologique qui est attribuée par l'enregistrement blockchain. Donc la plateforme vous délivre une attestation blockchain et puis à tout moment, peut-être 2 jours après parce que vous vous dites je veux me protéger tout de suite avec un acte authentique qui est quand même la preuve la plus forte que vous puissiez avoir devant une juridiction éventuellement, ou dans 6 mois en se disant là je vais peut-être avoir un problème ou j'ai un problème et je demande à un huissier de constater le dépôt que j'ai fait sur leur plateforme, sur la blockchain des huissiers de justice. Alors, est-ce que vous envisagez de faire évoluer cette plateforme avec de nouveaux développements ? Oui, bien sûr, on envisage beaucoup de développement. Alors, déjà, il faut savoir que l'Égide, aujourd'hui, c'est une application web. Elle a été créée pour être accessible par tous. Ça peut ne pas correspondre à de grands apporteurs d'affaires, de grands donneurs d'ordre. Donc, on a construit également cette solution en se disant il faut que ça puisse être implémenté en marque blanche, par exemple, chez quelqu'un qui aurait un besoin pour ses créas de pouvoir enregistrer au fur et à mesure sans avoir forcément de manière pour eux un petit peu plus compliquée d'aller sur le site web et d'enregistrer un par un leurs
dépôt. Donc ça peut complètement s'imaginer comme une implémentation dans leur système métier via des API et de pouvoir, avec un simple clic sur leur ordinateur, enregistrer au fur et à mesure les créations. On a aussi, à l'horizon 2022, vous devez le savoir, la fusion de nos professions, huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire. Pour devenir commissaire de justice. Exactement, nous allons devenir des commissaires de justice. Donc l'application, là aussi, elle nous paraît évidente. Pourquoi pas utiliser cette plateforme blockchain pour pouvoir enregistrer des certificats d'achat, de vente. Il y a aussi le mouvement des NFT, qui est assez récent, dans lesquels pourrait s'inscrire la profession, et puis des évolutions bien sûr propres à la plateforme et technologiques, de pouvoir constituer des dossiers, de faire des constats pour tout un tas de documents qui n'ont pas forcément été déposés au même moment. Pour l'instant, on en est à la première phase, mais bien sûr, tous ces développements sont en recherche et développement. Donc on voit que les perspectives sont nombreuses, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci Caroline d'être passée sur notre plateau. Merci Arnaud. Vous êtes toujours dans Lex Inside, je suis avec Fabrice Epstein, l'auteur de l'ouvrage Rock'n'Roll Justice. On va parler donc d'une histoire judiciaire du rock. Fabrice, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi avoir écrit cet ouvrage? Eh bien parce que cet ouvrage conjugue deux de mes passions, la justice et le rock, et aussi parce qu'il y avait un manque dans les littératures rock jusqu'à aujourd'hui, les chroniques judiciaires des rockers, des managers, des artistes de manière générale n'avaient jamais été écrites. Alors dans cet ouvrage, il y a à peu près une cinquantaine d'histoires judiciaires liées au rock. Quelles sont les deux histoires les plus marquantes pour vous? Alors, pour le public de Lex Inside, des histoires purement judiciaires. La première, c'est celle qui a trait à Jim Morrison, le fameux chanteur des Doors, qui, lors d'un concert à Miami, aurait montré ses testicules. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Et il a été renvoyé devant un tribunal en 1970 pour être jugé pour obscénité, ivresse. Il a été condamné pour ce qu'il n'a pas fait, ce qui arrive souvent, puisqu'a priori, il n'aurait pas montré la chose qu'il pend, mais il a été condamné, relaxé pour ce qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire exhibitionnisme. Et donc, Jim Morrison se retrouve devant ce tribunal, il se défend, il a 6 mois de prison, ensuite il part à Paris, on connaît la fin de l'histoire, il meurt. Mais enfin, pas que, parce que plusieurs années après, il y a des fans de Jim Morrison qui ont saisi la commission des grâces en Floride et qui ont demandé à ce qu'il soit gracié. Et Jim Morrison a été finalement gracié. Et la deuxième histoire? La deuxième histoire, elle est moins connue, elle a trait aux Sex Pistols, pas eux directement. Alors vous savez, les Sex Pistols, c'est ce groupe punk des années 1970, 1977 plus exactement, qui a fait une couverture d'un disque qui s'appelle Nevermind the Bollocks. En français, ça veut dire on s'en bat les 3 petits points. Et ils se sont retrouvés, plutôt donc leur label, Virgin Records, et une personne qui vendait leurs disques devant un tribunal pour obscénité. Alors ils ont choisi un avocat fantastique qui s'appelait John Mortimer, qui était un spécialiste de ces questions, et ils ont expliqué au jury ce que voulait dire le terme bollocks. En fait, une petite chose ou une orchidée, et de façon plus rigolote, disait un prof d'anglais, un prêtre, parce que les prêtres parfois disent n'importe quoi. Ils ont été eux aussi relaxés, et finalement l'Indecence Act, qui était le texte sur lequel se basait l'accusation, a été enlevé des codes anglais plus tard. Donc ils ont fait avancer le droit. Justement, qu'est-ce que votre livre montre des rapports entre le droit, la justice et le rock'n'roll? En fait, beaucoup de choses. D'un premier côté, on a beaucoup d'artistes qui s'engagent dans le monde judiciaire. Par exemple, on ne le sait pas, mais Bob Dylan, c'est le premier fournisseur de petits mots, de maximes dans les décisions de justice américaines. Il est présent dans les tribunaux de première instance, mais aussi à la Cour suprême. C'est quelqu'un, lui aussi, qui s'est engagé dans des combats contre l'injustice, contre la peine de mort. Donc on a une volonté de la part des artistes rock de bouleverser la société et d'entrer dans le monde judiciaire. C'est aussi des gens qui, parfois, ont contribué à l'écriture d'une jurisprudence. Vous avez Lennon, qui était un Anglais, dont l'Amérique ne voulait pas, en tout cas pour citoyens américains, et qui a réussi à faire plier l'administration, et plus tard, Barack Obama, lui, a plaidé pour que des personnes qui étaient entrées illégalement aux États-Unis, mais qui vivaient depuis toujours, soient régularisées. Donc ce sont des gens qui ont fait avancer le droit. Pour conclure, est-ce qu'avocat, c'est rock'n'roll?
Je ne sais pas si avocat c'est rock'n'roll. En tout cas, avocat chez Saul, c'est rock'n'roll, puisque ça permet d'écrire des livres comme ça. C'est une profession qui permet de tout faire. Donc, en ce sens, elle est rock'n'roll. Merci Fabrice. Je vous invite tous à lire Rock'n'Roll Justice. C'est très documenté et ça sort le 25 novembre prochain. Merci Arnaud. Vous êtes toujours dans Lex Inside, je reçois Pierre Hoffman, associé au sein du cabinet Hoffman, pour parler d'une solution pour protéger les droits de propriété intellectuelle en ligne. Pierre Hoffman, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. D'où est venue cette idée de solution pour protéger les droits de propriété intellectuelle en ligne ? Écoutez, d'abord, je suis avocat, je ne suis pas informaticien, mais je me suis rapproché d'informaticiens qui travaillaient justement sur cette solution. Car aujourd'hui, protéger ses droits, protéger ses créations, protéger sa propriété intellectuelle, ce n'est plus uniquement le voisin d'en face, mais c'est surveiller les réseaux sociaux, les places de marché, les sites internet. Et aujourd'hui, si on n'a pas une solution, on va avoir de gros problèmes, notamment des intrusions, des cyberattaques. Et donc l'objet de mon projet que je fais, je collabore avec évidemment des spécialistes informaticiens, c'est de proposer à mes clients de surveiller en temps réel les réseaux sociaux, les places de marché. Vous allez me dire comment ça fonctionne. Comment c'est possible ? Tout simplement, en fait, on va prendre par exemple une marque. On va dire, voilà, cette marque, elle a tant de marques. On va dire, elle a X modèles. Et on va donc les identifier dans la bécane. Je serai officiellement l'avocat de mon client sur les places de marché. Et donc, en identifiant tous ces produits, on va pouvoir identifier, par exemple, au cas par cas, des ventes de contrefaçon en Chine ou à un autre endroit, et on va pouvoir les shooter en temps réel. Parce que, qu'est-ce qui change ? Avant, les clients vous appelaient en disant « Ah, il y a un problème, j'ai vu sur Instagram, est-ce que tu peux me shooter le truc ?» On le faisait de manière artisanale, et ça prenait 2 à 3, une demi-heure, 40 minutes, 1 heure pour y arriver. Mais on réglait le problème, mais en absolu, on ne savait pas si on avait, entre guillemets, shooté le bon. Grâce à cette solution, je vais pouvoir identifier que il y en a 5000 à tel endroit, 6000 à un autre endroit, et que je vais peut-être prioriser ce qui mériterait d'être shooté ou pas. Et c'est ça, et aujourd'hui, tous nos clients ont besoin de cette solution parce que, en tant qu'avocat, je me suis rendu compte que si je n'allais pas au devant de cette solution, en fait, on allait perdre des parts de marché parce que, et je vais vous dire très crûment, c'est une cliente qui m'a dit « Pierre, est-ce que tu peux m'aider là-dessus ? Sinon, j'irai voir ailleurs. » Et j'ai parfaitement compris, notamment post-confinement, qu'on devait surveiller H24. Alors, je parle de propriété intellectuelle. Après, on peut tout mettre dans la solution, mais ça permet aussi de voir si, par exemple, vous avez des noms de domaine. Ici, voilà, vous êtes lemondedudroit.fr. Mais imaginez que le monde du droit, il rajoute un tiret et on vous fait un faux site. Moi, je peux l'identifier tout de suite et le shooter assez rapidement avant que vous ayez éventuellement la panne informatique. Elle est là, la solution. D'ailleurs, je vais vous la vendre. Donc l'idée, c'est d'être très réactif par rapport à des cas d'usurpation, par exemple, de nom de domaine ou de protection de droits de propriété intellectuelle. Exactement. Voilà. Mais c'est surtout de voir un instant T. Je peux vous montrer un instant T. Et d'ailleurs, on fait des devis gratuits pour tous nos clients en leur montrant justement un instant T en temps réel sur toutes les places de marché, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme intrusion. Et souvent, les clients tombent dans leur chaise. Ils voient des contrefaçons et c'est là où on leur donne des conseils, justement, peut-être acheter des noms de domaine qui ne coûtent pas grand-chose, mais avec des petits tirets, avec des points pour bloquer, parce que c'est comme ça qu'on se retrouve avec des faux sites. Et donc, on essaye, comme un médecin, d'être dans la prévention plutôt que d'arriver en catastrophe dans l'urgence. Et souvent, ça se passe, j'ai eu le cas pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, le week-end de la Toussaint, et on se retrouve un samedi matin dans ce genre de difficultés. Est-ce que vous prévoyez de faire évoluer votre solution avec d'autres services ? Écoutez, pour l'instant, c'est déjà bien. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'il y ait une prise de conscience pour les avocats
et qu'on puisse surtout le vendre à nos clients et que surtout les clients le fassent parce que ça va devenir un automatisme et qu'ils l'anticipent parce que, comme je dis souvent, la propriété intellectuelle, c'est la porte d'entrée d'un immeuble. Alors au début, on dit elle fonctionne, mais après, dès qu'il y a l'intrusion, c'est catastrophique. Et si on veut revendre sa société et qu'il arrive des désagréments comme celui-ci, je peux vous dire que vous avez une déperdition totale pour votre entreprise. Aujourd'hui, pour terminer, qui fait appel à vous ? La plupart, ce sont mes clients. Il y a quelques confrères, mais surtout, c'est une solution que j'offre à mes clients en temps réel. Et je peux vous dire que depuis qu'on a lancé notre vidéo il y a une quinzaine de jours, il y a beaucoup de demandes. Et d'autant plus que ça ne coûte pas grand-chose parce qu'en soi, on peut faire des abonnements, mais on ne facture que dès qu'on a réussi à, entre guillemets, à shooter l'infraction. Merci Pierre Hoffmann d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.